Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait une interview et celle-là elle date d'il y a, allez, un peu moins d'un an. Et peut-être quand je posterai, un an. Donc elle date un petit peu, je l'ai montée récemment. C'est une interview d'Alice Guillon qui est directrice de recherche au CNRS ainsi qu'au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Marseille. On va parler de l'effet placebo et des trans et de comment à la fin on peut mêler les deux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour Alice et merci beaucoup d'avoir répondu positivement pour venir sur le podcast. Bonjour Anna, ravie de participer. Alors on s'est rencontrés, enfin on s'était déjà croisés l'année dernière, mais on s'est un peu plus vus cette année au congrès d'hypnose moderne. Donc tu ouvres le bal de mes podcasts post-congrès Un congrès qui était et très riche cette année. bah, extrêmement riche, très varié, et où toi tu es intervenu pour parler d'hypnose et placebo. Et malheureusement, on avait l'intervention en même temps. Donc, j'ai bien Mhm. essayé de ne pas aller à ma propre intervention pour aller à la tienne. Sans... J'ai compris que Pank ne me le ferait pas faire. Mhm. Mais je voulais absolument qu'on en discute ensemble en podcast. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton parcours, de comment tu en es arrivé à t'intéresser à ce sujet-là? Alors, moi, j'ai une formation de neurosciences au départ. J'ai fait une thèse en neurosciences. Et par la suite, je me suis beaucoup intéressée à la psychopharmacologie, donc l'étude de la façon dont des molécules peuvent modifier l'activité des neurones. Je faisais de l'électrophysiologie, donc j'enregistrais vraiment l'activité électrique des neurones dans des tranches de cerveau, de rats, de souris. Et après 20, 30 ans d'études dans ce domaine, qui était très intéressante, hein, parce que je me suis intéressée à beaucoup de pathologies comme la maladie de Parkinson, l'obésité, la dépression et bien d'autres, je me suis rendu compte que tout le travail qu'on avait fait était certes très intéressant et satisfaisait notre curiosité, ça avait donné lieu à plusieurs publications, etc. Mais au final, aucune des molécules qu'on a testées ne sont arrivées à devenir des médicaments. Parce que pour qu'une molécule arrive à devenir un médicament, il faut passer plein de stades, des essais cliniques, et bien souvent, ce qui marche chez l'animal ne marche pas forcément chez l'homme. Donc au final, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Et dans le même temps, j'ai découvert beaucoup de pratiques dites complémentaires qui n'utilisent pas le médicament, des interventions non médicamenteuses, comme la méditation, le tai chi, le yoga, le qigong, qui m'ont été tellement bénéfiques personnellement et dont j'ai vu les bénéfices aussi dans mon entourage, que je me suis dit, mais finalement, les ressources, on les a à l'intérieur. Et tous les médicaments qu'on peut tester, ils agissent sur des récepteurs qui sont déjà là parce que les molécules endogènes sont présentes dans l'organisme. Et il y a des pratiques qui permettent de favoriser la libération de ces molécules endogènes. Et du coup, ben, on peut peut-être limiter l'utilisation de ces médicaments qui viennent qu'on amène de l'extérieur, qui miment l'action des molécules endogènes. Et ce faisant, ben, on limite la pollution de la planète, hein, parce qu'il faut bien dire que toutes les molécules qu'on consomme, ben, elles finissent dans l'eau et dans l'environnement. On a par exemple beaucoup de résistance aux antibiotiques, on a beaucoup de pollution chimique avec les hormones qui sont prises régulièrement, etc. Et donc, je me suis fait la réflexion que peut-être en promouvant ce fonctionnement naturel de l'organisme et en favorisant l'auto-guérison par des pratiques complémentaires, on pourrait obtenir beaucoup de bénéfices. Et du coup, j'ai voulu réorienter ma recherche sur cette discipline. Et je me suis tournée vers l'étude des états modifiés de conscience. Et également, je me suis intéressée à l'effet placebo qui, comme on va en parler là, est un effet très puissant qui mime l'effet des médicaments, mais sans prendre de médicaments. Et du coup, qui permet de réduire en tout cas la consommation de médicaments. Il faut savoir qu'en France, on est un des pays les plus gros consommateurs de médicaments, en particulier les antidépresseurs. On a une surconsommation de médicaments énorme. On les utilise souvent à mauvais escient. Par exemple, on a très longtemps utilisé les antibiotiques pour soigner des angines virales, alors que ça n'a aucun sens. Et cette surconsommation de médicaments, elle peut être néfaste pour la santé, elle peut être toxique. Et elle est également toxique pour l'environnement. Et en plus, l'u- l'industrie du médicament consomme beaucoup d'énergie, pollue énormément. Et donc, si on peut limiter au maximum, bon, je sais pas, on va pas supprimer, on est très content d'avoir les médicaments dans des cas extrêmes et où ils sont nécessaires, mais finalement,
ces cas sont plutôt restreints et rares. Et dans la plupart des cas, on pourrait avoir des guérisons spontanées. Bah, par exemple, si on prend un simple rhume, en Angleterre, quand vous avez un rhume, le médecin vous renvoie chez vous en disant reposez-vous, restez au chaud, prenez des boissons chaudes, etc. Et ça guérit naturellement, spontanément. Ici en France, quand on va voir le médecin pour un rhume, on ressort avec une grosse ordonnance, on prend plein de médicaments qui peut-être vont améliorer et accélérer la guérison d'un jour ou deux, mais en même temps qui sont coûteux en énergie, en pollution, et ces molécules se stockent ensuite dans le foie, les reins, elles doivent être ensuite éliminées par l'organisme, et il y a souvent des effets secondaires également. Donc, quelquefois, il est peut-être plus facile juste de laisser faire. Voilà. Ok, donc en fait, en résumé, on a des molécules, ce qu'on appelle les molécules endogènes, qui sont déjà présentes en nous pour nous aider à guérir, etc., à aller mieux. Et donc, toi, tu as axé tes recherches là pour savoir comment les libérer plus, c'est ça? Mhm. Avec des méthodes Ouais. qui seraient pas médicamenteuses? Oui, par exemple, si vous vous blessez, si on se blesse, si on se fait une petite plaie, on peut regarder la cicatrisation, elle se fait toute seule. Et c'est vraiment des mécanismes qui existent. On a survécu au cours de l'évolution grâce à tous ces mécanismes d'auto-guérison. Mais c'est montré, par exemple, que si on est très stressé, très fatigué, ben, on va cicatriser moins vite. En revanche, si on est joyeux et qu'on est actif et voilà, qu'en plus on met de l'intention à la guérison, etc., on va accélérer la cicatrisation. Donc, on a ces facultés en nous, mais elles sont dépendantes aussi de nos modes de vie, de nos pensées, nos croyances. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent sur cette auto-guérison et et on peut potentialiser, accélérer en fait ces mécanismes en stimulant notre système immunitaire, simplement en se mettant dans les meilleures conditions possibles pour avoir un système immunitaire le plus efficace possible. Ok. Et comment tu as fait, toi, pour étudier ça? Du coup, c'est quoi Eh les bien, en fait, process? progressivement, je suis partie de la neuro, comme je te disais, de l'électrophysiologie, et progressivement, je suis allée m'intéresser à la neuroendocrinologie, c'est-à-dire comment notre système nerveux est connecté à notre système endocrine. Donc, il y a beaucoup de neurones qui vont stimuler des glandes, qui vont libérer des hormones, comme les hormones thyroïdiennes ou les hormones de stress. Et puis, l'étape d'après, ça a été de m'intéresser à la neuroendocrino-immunologie, c'est-à-dire comment est-ce que les neurones et les hormones libérées par notre système endocrine influencent le système immunitaire. Donc, par exemple, comme je te disais, quand tu es très stressé, ton système immunitaire va devenir déficient. Et donc là, sous l'effet d'un gros stress, on peut attraper plus facilement des grippes, des maladies. Euh, et à l'inverse, si on est joyeux, équilibré spirituellement, hein, si on pratique la méditation, le yoga, on va peut-être être mieux protégé d'infections parce que notre système immunitaire est robuste. Et à l'inverse, je me suis aussi intéressée aux impacts du système immunitaire sur le cerveau. Et on a fait toute une étude sur les souris qu'on met dans des environnements dits enrichis. Donc on compare des souris qui sont dans un environnement classique, standard. Donc en général, dans les laboratoires, elles sont gardées dans des petites cages où elles sont 3 à 4 par cage et elles ont juste à boire et à manger. Mais grosso modo, elles s'ennuient toute la journée, elles n'ont rien à faire. Et on a comparé cet état classique à des cages qu'on appelle enrichies, donc un environnement enrichi pour la souris, où on met les souris beaucoup plus nombreuses dans les cages et on leur propose des activités. Donc elles peuvent faire de la roue d'exercice, exercice volontaire. Elles ont des tas de labyrinthes avec des couleurs, des textures, des odeurs. Elles sont plus nombreuses par cage, donc elles ont des interactions sociales. Donc on allie en même temps une stimulation multisensorielle, une activité motrice et en même temps une activité sociale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement enrichi. C'est un petit peu comme Luna Park pour les souris. En plus, elles n'ont pas de prédateurs, donc elles n'ont que du stress positif. Et elles sont stimulées en permanence, leur cerveau est stimulé. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que le fait que leur cerveau soit plus stimulé par tous leurs sens et que leurs muscles soient aussi recrutés, donc elles ont moins de gras et plus de masse musculaire, tout ça va faire qu'elles ont un cerveau beaucoup plus développé, elles apprennent mieux, elles sont moins anxieuses, moins dépressives.
et dans le même temps, elles attrapent moins de maladies. Par exemple, si on les vaccine, par exemple, avec un vaccin contre la grippe, on s'aperçoit que les cellules T mémoire, donc qui sont responsables de la réponse au vaccin, survivent beaucoup plus longtemps. Donc elles sont vaccinées pendant un temps beaucoup plus long, efficacement contre la maladie. Donc finalement, le fait d'être dans ce milieu enrichi va aussi renforcer l'activité du système immunitaire et les rendre plus résilientes face à une infection ou un cancer, par exemple. Ok. J'ai eu une mini coupure, tu disais, sur les métastases, quand on leur injecte, elles les développent pas. C'est ça. C'est Elles ça, sont ok. plus résistantes au cancer, en fait. Donc, elles Ok. ont des tumeurs qui sont soit résorbées, soit très petites par rapport à la taille des tumeurs des souris élevées en environnement classique. Donc ça, Ok. quand j'ai fait cette étude avec plusieurs étudiants du laboratoire qui étaient vraiment fantastiques, quand on a fait cette étude au laboratoire, on s'est vraiment posé des questions aussi sur toutes les recherches qui sont faites dans les laboratoires avec les souris, parce que la plupart des souris sont maintenues en environnement standard, ce qui ne correspond pas vraiment aux conditions dans lesquelles nous, on évolue. Parce que là, on est quand même très stimulé par plein de choses, à moins d'être en prison ou en EHPAD, quelque part. Même en EHPAD, j'ose espérer que les personnes âgées ont des activités, mais on a quand même beaucoup d'activités. Donc, on n'est pas dans des circonstances aussi restreintes que les souris dans l'environnement standard. Et toutes les études sont faites sur des souris en environnement standard, la plupart des études. Même si maintenant, on essaye d'enrichir un petit peu pour se rapprocher de quelque chose de plus écologique. Ok, hyper intéressant. Et ça, donc, c'est adaptable, enfin, généralisable à l'homme. Du coup, C'est un j'imagine petit que... peu, voilà, c'est un petit peu ce qui a initié ma démarche. Je me suis dit, ah bah tiens, mais ce qu'on obtient de si magnifique chez la souris, comment faire pour le promouvoir chez l'humain? Et Mhm. donc, je me suis mise à explorer qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau de nos comportements, quels sont les déterminants de la santé sur lesquels on peut agir pour améliorer notre santé. Et donc, en cherchant, là, on fait tout un travail de recherche en ce moment avec différents collègues au sein de l'Alliance de la santé intégrative, qui est un think and do tank qui se réunit et qui regroupe beaucoup d'associations qui s'intéressent à la santé, comme par exemple le CUMIC, le Collège universitaire des médecines complémentaires, le Health United, le GEDCOP, enfin, il y a plusieurs organismes qui se réunissent à Allier Santé aussi. Et on discute pour essayer de déterminer, de cerner un peu quels sont les déterminants de la santé. Et on s'aperçoit, quand on fait ce bilan, que finalement, l'accès aux soins n'est qu'une petite part des déterminants de la santé. Et la majeure part, c'est l'environnement physique, l'environnement dans lequel nous sommes, et c'est nos comportements et également l'environnement socio-économique, mais nos comportements ont un grand rôle et il y a plein de déterminants sur lesquels on peut jouer assez facilement, comme l'alimentation, comme la respiration, comme l'activité physique, comme le sommeil, comme la spiritualité aussi, qui est un déterminant important. C'est aussi un de nos besoins qui a besoin d'être comblé. Et donc, en jouant sur ces différents facteurs, donc en donnant du sens à ce qu'on fait, en faisant attention à ce qu'on mange, en mangeant plus de fruits et légumes, le régime méditerranéen, en apprenant à bien respirer, en apprenant à faire l'activité physique qui nous est adaptée, à bien dormir, le sommeil également est très important. Donc, ce sont des choses très simples, mais que dans notre société occidentale, on a un petit peu perdu de vue. Et, euh, et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut jouer très facilement. Ok, ça rejoint un petit peu le modèle biopsychosocial utilisé en psycho. C'est vraiment l'ensemble de l'humain, en fait, avec ses contextes, et Tout sa à fait. biologie et ses Oui, croyances, comme tu disais. oui, parce que la médecine a beaucoup segmenté et on a vraiment dans notre société occidentale une médecine en silo qui regarde d'un côté le cœur, de l'autre côté le système digestif, de l'autre côté les oreilles, etc. Mais tout est relié et ça, les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques ou tibétaines ou autres le savent et n'ont pas perdu ça de vue. Mais nous, on a perdu un petit peu ça de vue. Et du coup, on n'a plus cette vision holistique et globale du corps humain en- et le corps humain en lien bien sûr avec son environnement et les autres êtres vivants. Et donc, on essaye de beaucoup développer au sein de l'Alliance cette vision une seule santé, One Health,
où nous, les êtres humains, ben, notre santé dépend de celle des autres êtres vivants. On mange des végétaux, on respire de l'oxygène qui est produite par les végétaux, on mange du blé qui nécessite d'être pollinisé par les abeilles, donc on a besoin des abeilles. On mange de la viande si les animaux sont malades, stressés et bourrés d'hormones, eh ben, on les mange, ces hormones de stress et ces antibiotiques qui nous rendent malades aussi. Donc, c'est vraiment l'idée que notre santé dépend de celle de notre environnement et que nous avons aussi un pouvoir d'agir sur cet environnement. Et si on ne le fait pas, ben, ça va nous revenir en boomerang et nous rendre malades. Ok, donc tu as commencé à étudier tout ça. Petite question un peu, je sais pas si c'est touchy, mais tu sais, des fois dans les aux un peu spirituels, psycho et tout, on voit l'excès inverse où on parle que d'auto-guérison ou de se guérir soi-même et de plus aller du tout chez le médecin, etc. Comment tu arrives à faire la balance entre tout ça? Il faut trouver un bon équilibre. Déjà, il commence à y avoir pas mal de publications qui montrent sur quelles indications peuvent fonctionner quelles pratiques. Donc, par exemple, on parle d'effet placebo aujourd'hui. J'ai une étude qui dit que ben, sur l'infertilité, par exemple, l'effet placebo ne marche pas du tout. Zéro. Ok. Mais en revanche, sur la dépression, l'anxiété, d'autres pathologies, l'effet placebo peut faire presque mieux que le médicament, au moins aussi bien que le médicament. Donc voilà, faut savoir raison garder. Et les médecins, maintenant, dans une première intention, ils peuvent prescrire de l'activité physique adaptée pour la dépression ou peut-être un placebo. Et si ça marche pas, ben, le patient revient et à ce moment, on peut peut-être tenter une prescription médicamenteuse. Mais tout est une question de savoir raison garder et bien sûr, il faut un avis médical. Donc, en fait, on prône vraiment une médecine intégrative où les médecins et les praticiens de pratiques complémentaires fonctionneraient ensemble, en équipe, pour que le médecin voit si lui qui est débordé et qui ne peut pas tout traiter peut adresser ses patients à des pratiquants de pratiques complémentaires euh, et qu'il puisse y avoir un dialogue entre eux pour qu'on puisse savoir où on en est par rapport à la pathologie du patient. Et également, on vient là de publier avec l'Alliance de la santé intégrative un livre blanc de la santé intégrative où on donne des recommandations. Et parmi les recommandations qu'on fait, on aimerait que les praticiens de pratiques complémentaires aient un espèce de tronc commun, comme en Allemagne, il y a les high practitioners qui apprennent un minimum de données et de connaissances sur la médecine pour que les praticiens de pratiques complémentaires puissent parler aux médecins, déjà, qu'ils aient le même langage, et également qu'ils puissent savoir quelles sont les limites et les limites à ne pas dépasser, et les cas où il faut absolument qu'ils adressent le patient à un médecin pour Mhm. ne pas justement risquer de passer à côté de quelque chose d'important. Donc ça, c'est voilà, c'est des ajustements à faire, mais chacun a sa place, bien sûr. Le médecin a des connaissances et des compétences que n'a pas forcément le praticien de pratique complémentaire, mais en même temps, le médecin n'a pas forcément le temps de se pencher sur le côté spirituel qui pourtant est peut-être très important pour le patient. Et à ce moment, il peut travailler avec des praticiens de pratique complémentaire qui, eux, vont être à l'écoute et pouvoir également intégrer ce versant du patient qui fait partie de son tout. Ok, super. C'est vrai qu'en effet, ils vont fort en médicaments très rapidement, les médecins. Je me suis retrouvée sous Valium pour un mal de dos. Hmm. Bon, C'est devenu un petit peu le réflexe, c'est-à-dire un que peu, un peu. Bah, parce qu'ils ont tellement pas de temps il n'y dans a la pas de séance. temps et puis c'est Euh, devenu une habitude. ouais. On n'a que cette solution à apporter en fait. Donc la première solution qui vient, c'est le médicament. Et c'est pour ça aussi que le placebo peut être une bonne transition, j'allais dire, dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui utilisent comme placebo, non pas une pilule ou un comprimé, mais qui peuvent utiliser un gris-gris ou qui peuvent utiliser un mantra ou d'autres actes symboliques. Et nous, la seule chose qu'on connaît, c'est le médicament. Et c'est dommage parce que finalement, il y a toute une autre palette de choses qu'on pourrait utiliser et qu'on a un peu oublié. Eh ben, parfaite transition. Allons-y sur le placebo. Si tu avais à nous définir le placebo, l'effet placebo ou il me semble l'effet contextuel, Alors, qu'est-ce que ça ça, donnerait?
placebo et effet placebo, c'est pas la même chose. Le Ok, placebo, c'est la pilule ou le traitement que l'on va donner qui n'a a priori pas d'effet spécifique et qui est censé remplacer ou l'acte thérapeutique ou le médicament dans un essai clinique. ok, Donc, on a quelque chose qui ressemble au médicament mais qui n'en est pas un, ou quelque chose qui ressemble à l'acte thérapeutique mais qui n'en est pas un. Et on veut comparer dans l'essai thérapeutique un groupe qui va prendre le placebo et un groupe qui va avoir l'effet, enfin le traitement qu'on pense être efficace. Euh, Bien évidemment, donc au départ, placebo, ça veut dire je plairai en latin. Donc c'est quelque chose qui est censé plaire au patient et lui faire du bien en lui plaisant. L'effet placebo, c'est autre chose, c'est l'effet qui en découle. Donc, quand on prend un placebo, eh bien, il y a un effet qui se fait dans le corps physiologique qui va faire que ben, on est plus joyeux peut-être, on a des attentes, on a des tas de mécanismes qui se mettent en place, conditionnés, et qui font qu'il y a des effets physiologiques qui nous font aller mieux. Voilà. Donc ça, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, la définition, ce serait un effet psychophysiologique de n'importe quelle médication ou de n'importe quel procédé à visée thérapeutique qui est partiellement ou totalement indépendant de l'action spécifique du remède, qu'il soit pharmacologique ou non, et qui fonctionne par l'intermédiaire d'un mécanisme au départ physiologique, enfin psychophysiologique, au mhm, départ psychologique, mais qui devient physiologique. Donc, c'est finalement un effet qui n'est pas spécifique au départ, c'est-à-dire qui n'est pas attribuable au facteur qui est considéré comme responsable de l'effet. ok. C'est pas le faux médicament qui crée Ben, l'effet, quoi. eh bien, c'est un petit peu le problème, c'est que ce nom de placebo et d'effet placebo est souvent associé à un mensonge, Ouais. à quelque chose de fake, de faux, parce que justement, on les utilise beaucoup dans les essais thérapeutiques pour supprimer en fait la composante liée à cet effet et montrer quel est l'effet spécifique du médicament ou de la substance pharmacologique testée. Mais si on prend par exemple le cas de l'acupuncture, dans l'acupuncture, la proportion de l'effet placebo sur l'effet total quand on fait de l'acupuncture est assez importante. Par contre, si on prend des médicaments comme les antibiotiques, dans certaines indications, la portion de l'effet placebo sur la totalité de l'effet des antibiotiques est faible. D'accord? Mhm. Mais, mais au final, qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est l'effet total, peu importe la place de l'effet placebo dans l'effet total. Donc, je prends l'exemple, si on prend l'exemple par exemple de l'acupuncture sur la douleur ou des antidouleurs. Est-ce qu'il vaut mieux, pour un effet identique, avoir recours à l'acupuncture où il y a un fort effet placebo et un tout petit effet des aiguilles, mais finalement l'effet total est très important? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre des antidouleurs où l'effet placebo est très faible, mais il y a un grand impact de la drogue? Donc au final, les deux effets de l'acupuncture et de la drogue sont équivalents, mais dans un cas, c'est l'effet placebo qui domine, et dans l'autre cas, l'effet placebo est minoritaire. Au final, les deux ont un effet à peu près équivalent. Bon, quand on prend la drogue, enfin, le médicament, il y a des risques d'effets secondaires, d'accoutumance, etc. Et le problème, c'est que la plupart des essais cliniques sont faits contre placebo. Donc, si on teste l'effet de l'acupuncture contre placebo, vu que l'effet placebo est majoritaire dans cet effet total, on va avoir un tout petit effet des aiguilles par rapport à l'effet placebo. D'accord? Et si on teste par contre le médicament contre placebo, là, on va dire, ah bah super, il y a un effet très important du médicament contre placebo. Et on va considérer que cet effet est plus important que l'effet de l'acupuncture qui a été testé contre le placebo et qui montre un tout petit effet global. Donc là, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'efficacité. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de regarder l'efficacité au final de l'ensemble de la pratique par rapport à ne rien faire. Et ensuite, euh, s'il y a un grand effet placebo, tant mieux. J'allais dire, bah, si la pratique potentialise l'effet placebo, on est très content parce qu'on a moins de médicaments à utiliser et c'est tout bénéfice pour le patient. C'est hyper intéressant. Parce que du coup, moi, ça m'amène ok, bah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Autant faire de l'acupuncture, quoi.
Alors, du coup, ça m'amène la première question. Est-ce que quand on sait qu'il y a un effet placebo, ça marche quand même? Tu disais l'effet secondaire du médicament, bah, c'est qu'il peut y avoir pas mal d'effets secondaires. Et puis après, il y a tout le système écologique, etc., dont tu parlais. Et moi, je vois des fois le côté effet secondaire de rentrer dans des médecines complémentaires comme ça. Ça peut être de, bah, les piqûres, ça marche, donc je vais le faire pour tout. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ce serait de Mhm. rentrer dans l'espèce de, ah ben, c'est miraculeux, je vais le recommander à tout le monde, etc. D'où ma Mhm. grande question, est-ce que même quand tu sais que c'est un effet placebo, maintenant, disons que moi je sais que c'est un effet placebo pour la douleur, si je vais chez un docteur, est-ce que ça marche quand même? Alors, tout dépend comment les choses sont présentées. Donc, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur ce qu'on appelle open label placebo, donc des placebos ouverts, où on explique aux Ok, patients que oui, ils vont prendre un placebo, mais il y a tout un cérémonial autour, c'est-à-dire on leur dit, vous allez participer à une étude où on va tester les effets de placebo ouvert, on va vous expliquer ce que c'est. Et là, ils ont tout un exposé un peu comme éducation thérapeutique, où on leur dit, la science a démontré que les placebos, c'est très efficace par tel mécanisme. Il y a plusieurs publications scientifiques qui montrent que ça passe par des voies nerveuses qui vont libérer telle molécule. Et une fois que la personne est avisée des effets bénéfiques de la pilule placebo, ben, on lui donne une posologie à respecter. Et dans ces conditions-là, il est montré que le placebo ouvert marche aussi bien que le placebo donné quand on ment au patient ou qu'on lui fait croire. Voilà. Donc, mais l'important, c'est génial. que le praticien qui délivre le placebo soit convaincu lui-même que ça va marcher et que le patient soit convaincu et ait confiance en son praticien et, et croit, accepte l'idée que le fait de prendre cette pilule placebo va lui faire du bien. Ok, donc les L'important croyances, est la croyance, voilà, l'attente, ok, la croyance. du praticien et du Absolument. L'alliance patient client. thérapeutique a un rôle important aussi dans le placebo. Ok, hyper intéressant parce que nous, on fait énormément ça en accompagnement. L'alliance thérapeutique, c'est la base Ouais. de tout accompagnement, donc ça vient Tout à jouer fait. énormément aussi. Mais dans l'effet placebo, donc il y a différents aspects. Il y a cet aspect alliance thérapeutique et attente, croyance du patient. Et là, c'est très proche des suggestions hypnotiques. Et il y a un deuxième aspect, c'est un aspect conditionnement. Par exemple, si je prends une drogue analgésique ou antidépresseur, je ne sais pas, pendant plusieurs jours, ça marche très bien, par exemple, pour les antidouleurs, pour les morphiniques. Je prends de la morphine pendant plusieurs jours. Et tout d'un coup, on me donne un comprimé en me faisant croire que c'est de la morphine. Ça n'en est pas, mais en fait, ça va avoir, c'est un placebo, et en fait, ça va avoir pratiquement 100% de l'effet à la première prise. Après avoir pris trois comprimés de morphine, si j'en prends un quatrième et que c'est un placebo, je vais avoir un effet analgésique très puissant. Donc, dans ces cas-là, il s'agit d'un conditionnement, un petit peu comme les chiens de Pavlov, là, Mm. on fait saliver avec de la viande et en même temps on met une clochette et quand ils entendent juste la clochette, ils vont se mettre à saliver. Eh bien là, on a pris le comprimé analgésique, ça a calmé notre douleur plusieurs fois. Et donc les réseaux de neurones les voies de la douleur sont conditionnés à associer prise de médicaments avec relargage d'opioïdes. Et en fait, le fait de prendre le comprimé va faire relarguer des opioïdes endogènes et provoquer une diminution de la douleur. Et ça, on peut vraiment le montrer expérimentalement, c'est les études de Benedetti. Il délivre de l'analoxone qui bloque les récepteurs à la douleur et il peut bloquer l'effet placebo en bloquant les récepteurs mu-opioïdes. Donc ça passe bien par une libération endogène d'endomorphine qui vont jouer le rôle que la morphine exogène joue quand on prend des comprimés de morphine ou des injections. Donc ça, c'est très intéressant. Et il y a aussi des études qui montrent que si on fait des groupes contrôles où on délivre des antidouleurs sans que le patient sache qu'on lui délivre, par exemple, on met une perfusion et tantôt c'est l'infirmière qui vient délivrer l'antidouleur, tantôt c'est une machine qui délivre une dose sans que le patient soit averti. Et on voit que quand il y a une intervention d'une infirmière ou d'un docteur pour délivrer l'antidouleur, on a une diminution tout de suite après importante de la douleur. Mais quand c'est la machine qui délivre l'antidouleur sans que le patient le sache, ça n'a aucun effet ou en tout cas un effet beaucoup moindre. Donc, ça montre que beaucoup d'antidouleurs fonctionnent plus
quelque part par l'effet placebo et l'intervention de l'alliance thérapeutique que par un effet propre, ce qui est assez fort. Enfin, ce genre d'étude est rarement faite. On fait rarement ce test de voir ce qui se passe quand il n'y a aucun Ouais. acte thérapeutique et que ça se fait à l'insu du patient. J'imagine que les labos pharmaceutiques ne vont pas mettre beaucoup d'argent pour faire ce genre d'études. Exactement, Ça c'est n'arrange souvent du personne. problème. Ok, c'est génial. Quel moment tu as fait le lien, toi, du coup, entre hypnose et placebo? Tu as commencé à nous parler de suggestion, là? Enfin, c'est parti en fait d'un questionnement sur qu'est-ce que recouvre l'effet placebo. Il y a beaucoup de Ouais. choses dans l'effet placebo. Comme je te disais, il y a l'alliance thérapeutique, les attentes du patient, les croyances, les conditionnements. Donc, quand on donne un placebo, c'est un acte symbolique aussi, hein. C'est le fait de prendre un placebo ou de chanter un mantra ou de visualiser. L'idée même de prendre quelque chose qui nous fait du bien commence déjà à nous faire du bien. D'ailleurs, il y a un chercheur qui a développé une approche qu'il appelle les pilules magiques. Il a fait des expériences avec les pilules magiques. Il apprend à ses patients à imaginer qu'ils prennent une pilule imaginaire. Il s'appelle Niels Bagg, le gars qui a publié ça en 2017. Et il compare justement les effets de absence de traitement aux effets d'un open label placebo, donc placebo ouvert, aux effets d'une pilule magique, pilule imaginaire. Donc, il apprend à son patient à imaginer qu'il prend une pilule de la couleur qui lui convient le mieux, de la taille qui lui convient le mieux, à la posologie qui lui convient le mieux, Mm. pour, par exemple, réduire sa douleur ou réduire son anxiété. Et les patients se conditionnent comme ça et s'entraînent. Il faut un entraînement, hein, il faut une pratique. Et au bout d'un moment, ben, ça devient très efficace. On se met à vibrer l'attente que l'on a et à pouvoir obtenir les résultats escomptés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut imaginer des couleurs différentes pour des effets différents. Par exemple, je vais avoir une couleur rouge qui va être efficace pour diminuer mon anxiété. Je vais avoir une couleur jaune qui va être efficace pour diminuer mes symptômes de rhume, etc. Et bon, ça ressemble beaucoup à ce que les mamans connaissent bien, hein, le bisou magique Ouais. voilà. Et c'est assez efficace. Alors, pas sur tout, bien sûr, mais ça ressemble à un autoconditionnement, en fait, où avec la puissance de notre mental, on peut envoyer des informations à notre organisme et on peut comme ça réguler exactement la dose dont on a besoin, intervenir juste au moment où on a besoin. Et je dirais quand on regarde comme l'homéopathie marche vraiment bien sur pas mal de pathologies chroniques, là aussi, il y a des comprimés qui sont un peu tous les mêmes, mais avec des noms différents, des conditionnements différents, et des indications différentes pour chaque petite pilule. Et c'est assez efficace parce que finalement, on le prend, on pense à l'effet obtenu, on fait un acte symbolique de mettre dans sa bouche des petites pilules qui en plus ont un goût toujours présent, donc on sait qu'il se passe quelque chose. Bon, en plus, il se passe des choses puisqu'on met des comprimés sous la langue, ça fait saliver, enfin, il y a aussi Mm. des choses physiologiques qui se passent. Mais le fait est que ça marche, et donc pourquoi s'en priver? Ah là C'est là, c'est une excellente question parce que moi, je suis vraiment entre le monde de oh là là, l'arnaque et le bah oui, en effet, si ça marche, pourquoi s'en priver? Alors, ça marche pas sur tout et ça marche pas non plus sur tout le monde. On n'a pas dit qu'on Parce que allait soigner un justement, cancer avec de l'homéopathie, mais voilà. Et en plus, il faut aussi que les personnes soient réceptives à l'effet placebo oui. parce que tout le monde n'est pas sensible à l'effet placebo. Il faut de Ah, il y a des l'entraînement. ah d'accord, Alors, on peut s'entraîner. comme pour l'hypnose, où il y a des personnes plus ou moins susceptibles, hypnotisables ou Ah pas, ouais. pour l'effet placebo, c'est pareil. Il y a de bons répondeurs et des personnes qui répondent pas du tout et des personnes qui répondent de temps en temps et de temps en temps non. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, l'effet placebo. Ok. Et ça, vous avez étudié si c'est physiologique ou si c'est plus psycho, suivant nos croyances, suivant. Oui, alors il y a des études qui ont comparé, par exemple, chez les jumeaux dizygotes ou homozygotes, s'il y avait plus de correspondance entre les personnes bons répondeurs ou moins bons répondeurs. Et en fait, effectivement, il y a une liaison, c'est-à-dire qu'il y a
plus de liaisons chez les vrais jumeaux que chez les faux jumeaux, où on trouve des correspondances entre bons répondeurs ou moins bons répondeurs. Il y a des études génétiques qui ont été faites. Il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés comme pouvant être liés à une bonne réponse ou une moins bonne réponse à l'effet placebo, et notamment le gène de la COMT, qui est une enzyme de biodégradation de la dopamine. Donc l'idée étant que si on libère de la dopamine, bon, ça va nous augmenter notre plaisir et avoir des effets peut-être bénéfiques quand on prend notre pilule placebo. Et ensuite, la dopamine, elle reste dans la fente synaptique, elle est dégradée par cette enzyme. Donc si l'enzyme est moins efficace, la dopamine va stagner un peu plus longtemps dans la fente synaptique, donc l'effet placebo serait théoriquement plus important. Alors que si l'enzyme est très efficace, la dopamine est très vite dégradée et ce serait le cas chez les moins bons répondeurs. Donc Ok. voilà, il y a quelques études comme ça de liaison. Bon, c'est que c'est vraiment tellement complexe l'effet placebo, on ne peut Mm. pas le simplifier à ce point, mais c'est un des mécanismes impliqués dans le fait que certaines personnes soient meilleures répondeuses et d'autres non. Après, on peut aussi apprendre, hein. Bon, je pense que c'est un peu comme tout, quand on démarre la méditation, on a beaucoup de mal à rester focalisé et avec l'entraînement, peu à peu, on a des réorganisations. Notre cerveau est très plastique. Donc, on a des réorganisations de nos réseaux de neurones, de nos synapses, qui font qu'au bout d'un moment, on arrive plus facilement à rentrer dans les rythmes alpha ou les rythmes de la méditation. Et là, c'est pareil. Si on s'entraîne à potentialiser cet effet placebo, peut-être qu'après un certain entraînement, on peut finir par y arriver. Comme quand on s'entraîne à l'auto-hypnose, en pratiquant l'auto-hypnose régulièrement, on peut améliorer ses performances pour obtenir de l'analgésie ou les Mhm. résultats qu'on cherche à obtenir. Et comment tu t'entraînerais à l'effet placebo? Un peu avec de l'auto-hypnose? Alors, c'est assez différent, hein. Comme je te dis, les Ouais. mécanismes de l'auto-hypnose et de l'effet placebo, c'est pas les mêmes. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas la même chose qui se passe dans l'effet placebo, en tout cas l'effet placebo lié au conditionnement euh, et, euh, et l'hypnose. Les mécanismes liés à l'attente sont probablement très Mm. chevauchés. Là, c'est probablement les mêmes. Mais les mécanismes de l'analgésie obtenus avec l'effet placebo et de l'analgésie obtenue avec l'hypnose, ce ne sont pas les mêmes. L'analgésie effet placebo, comme je te disais, ça passe par des mécanismes qui impliquent les voies de la douleur et la libération d'endomorphines, d'endocannabinoïdes et les récepteurs morphiniques et aux cannabinoïdes. Les effets de l'hypnose analgésique, c'est vraiment des voies top-down qui viennent d'en haut, beaucoup plus haut, et qui vont aller inhiber d'en haut les voies de la douleur. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que ces deux effets, sur la douleur en tout cas, ils peuvent être cumulatifs. On peut et utiliser l'auto-hypnose et l'effet placebo et C'est les pas deux mal ça. additionner. Voilà, c'est très puissant en fait de pouvoir utiliser les deux simultanément, ça va encore augmenter les effets. Et bon, s'entraîner à l'effet placebo, ça veut dire ben, s'entraîner à visualiser les effets bénéfiques que ça va nous faire de prendre un comprimé, même une pilule imaginaire, et imaginer, de vibrer cette sensation de release, de se sentir mieux, de ne plus avoir mal. Bon, je sais pas, on peut, par exemple, imagine que tu es en train d'aller prendre un citron, de le couper en deux et de Mm. croquer à pleines dents dans ton citron, tu vas te mettre à À saliver. saliver. Ouais. Donc là, c'est vraiment purement un mécanisme physiologique lié à l'apprentissage que tu as eu, que tu vas saliver quand tu vas prendre un citron. Et rien que le fait d'y penser, ça génère la réponse physiologique. Si tu imagines la fois où tu avais très très mal et où tu as pris un antidouleur et que hop, ta douleur s'est calmée tout de suite, tu te remets dans cet état où tu étais quand la douleur s'est calmée, ça revient au même. Tu imagines juste prendre ce médicament comme quand tu l'avais pris et là, tu actives l'effet placebo. Ok. F- Presque facile, on pourrait dire. Ça mérite d'être testé. Ouais. Alors, les personnes qui sont de bons répondeurs à l'effet placebo, c'est souvent des personnes optimistes, des personnes
qui sont plutôt qui ont confiance, voilà, qui Mm. font confiance, qui vont avoir confiance en elles-mêmes, qui vont essayer, en tout cas qui vont être curieuses et ouvertes pour au moins essayer. Après, bon, ça marche encore une fois, ça peut ne pas marcher, mais ça mérite d'être tenté dans une première intention. Ah ben complètement. C'est comme tu disais, en fait, et si ça marche, tant mieux. Alors, comment tu mêles le placebo à l'hypnose? Du coup, quand tu avais fait une conf sur ce sujet, est-ce qu'il y a des effets de l'hypnose qui seraient placebo? Alors, en fait, ce que j'avais constaté, c'est que finalement, les indications principales pour lesquelles on utilise l'hypnose et le placebo, c'est les mêmes. Donc, il y a quand même des correspondances entre hypnose et placebo. Dans les deux cas, il y a des attentes et des croyances. Mhm. Alors, dans le cas de l'effet placebo, la croyance est alimentée par le fait que la personne attend l'efficacité d'un traitement. Et dans l'hypnose, c'est plutôt la création d'attentes et de croyances par le biais des suggestions qui sont fournies par l'hypnotiseur. Dans les deux cas, il y a un langage suggestif, puisque finalement, dans l'effet placebo, il va y avoir des suggestions verbales et l'utilisation d'un langage suggestif par les personnels de santé. Alors que pour en hypnose, c'est l'utilisation d'un langage suggestif et de signaux pour guider les individus dans l'état de transe. Dans dans le cas de l'effet placebo, il n'y a pas forcément d'altération d'état de conscience, alors que dans l'hypnose, il y a la transe hypnotique. Donc là, c'est déjà une différence. Euh, il y a également une altération de la perception et de la suggestibilité. Dans l'effet placebo, ça repose sur le pouvoir de suggestion et la croyance de l'individu en l'efficacité du traitement. Dans l'hypnose, c'est l'état de suggestibilité et de concentration accrue par le thérapeute. Et si on regarde les applications thérapeutiques, l'effet placebo, c'est une réponse naturelle qui peut survenir en réponse à n'importe quel traitement lorsque le patient croit en son efficacité. Et pour l'hypnose, ben, c'est une technique thérapeutique qui est utilisée de façon délibérée pour traiter certains problèmes. L'effet placebo, aucun acte thérapeutique n'y échappe de toute façon. Il y a toujours une part d'effet placebo, quel que soit l'acte thérapeutique. Et quand on regarde les indications de l'hypnose et de l'effet placebo, ben, c'est souvent les principales indications, c'est souvent pour la douleur, pour la dépression, pour les phobies, pour l'anxiété. Ça, c'est valable aussi bien pour le placebo que pour l'hypnose. Après, pour l'effet placebo, on l'utilise aussi pour l'asthme, pour les nausées, pour la sensibilité à l'électromagnétisme, par exemple. Pour l'hypnose, on va aussi l'utiliser pour l'aide à la concentration, la Ouais. potentialisation des motivations. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de correspondance entre les indications. Et quand on regarde aussi les susceptibilités à l'hypnose et à l'effet placebo, souvent ce sont les mêmes personnes qui vont être susceptibles aux deux. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus et il y en a qui sont en cours. Justement, on essaie de comparer est-ce que les mêmes personnes qui sont plus hypnotisables sont aussi plus sensibles à l'effet placebo. Je te parlais tout à l'heure de cette enzyme, la COMT, qui, euh, qui est, qui est un enfin, qui est un des gènes où on a trouvé un lien entre susceptibilité à l'effet placebo et différence entre groupes génétiques différents. Eh bien, c'est la même enzyme en fait qui a été identifiée comme étant également visée dans des études de liaison pour l'hypnotisabilité. Donc, il y a peut-être quand même des facteurs communs à la susceptibilité à hypnose et placebo. Même si Ok. tout ça est très complexe, hein, c'est des mécanismes tellement complexes que c'est difficile de réduire à un seul gène, mais en tout cas, il pourrait y avoir des correspondances. Ah, est-ce que ça a été étudié, le, l'effet placebo dans l'hypnose, c'est-à-dire le taux d'effet placebo qu'il y a dans l'hypnose? Alors, c'est difficile de faire vraiment
des protocoles qui mettraient... Parce qu'en fait, quand tu hypnotises ton patient, il le sait bien, ton patient, que tu l'hypnotises. Comment tu veux faire? Normalement, oui. Faire un groupe contrôle où tu pourrais faire croire au patient qu'il est hypnotisé mais qu'il ne l'est pas, c'est assez complexe à mettre en œuvre ce type de protocole. C'est forcément, il y a une part dans l'hypnose d'alliance thérapeutique assez forte, donc on peut considérer que ça, c'est de l'effet placebo. Après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple regarder chez les personnes qui ne sont pas hypnotisables la part de la suggestion, la part de l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce qui reste quand tu enlèves l'état d'hypnose et que tu gardes tout le reste, le contexte. Et là, tu peux vraiment comparer et déterminer avec plus de finesse quel est l'effet propre de rentrer dans l'état d'hypnose. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Finalement, l'important, c'est l'ensemble de la pratique qui Mm. inclut l'alliance thérapeutique, les suggestions et tout le reste, par rapport à ne rien faire. Enfin, il me semble que c'est... Ah oui, oui, complètement. Complètement. Ah, ça me fait réfléchir en même temps, tu vois. Je me dis, est-ce qu'on peut utiliser l'effet placebo, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour augmenter, je sais pas, la suggestibilité ou la réponse à la transe ou des choses comme ça, ou aux suggestions qui ont été posées? C'est un petit peu ce qui est fait Ouais, quand vous donnez des suggestions en hypnose. Vous allez augmenter les attentes, vous allez ouais. orienter. C'est déjà une forme d'effet placebo, quelque part. Là, j'étais en train de repenser à la question des correspondances entre des points communs entre hypnose et placebo. Bah, tous les deux sont corrélés aux attentes. Tous les deux peuvent augmenter avec un conditionnement classique, parce qu'on peut augmenter l'effet de l'hypnose en la pratiquant régulièrement. Elles agissent sur les mêmes indications. Les mécanismes nerveux, il y a probablement des voies communes, mais il y a aussi des voies qui divergent, qui sont différentes. Et voilà. Et puis le fait que probablement les personnes les plus sensibles à l'un sont souvent aussi sensibles à l'autre. Ok. Tu parlais des états de de conscience plus larges finalement que juste l'hypnose. C'est des choses que tu as étudiées sur d'autres peuples ou qui Alors, moi, sont... je m'y intéresse alors un peu au niveau anthropologique, mais moi, je suis pas anthropologue, donc je m'y intéresse à titre personnel. Ouais, Et en ce qui me concerne, je pratique beaucoup la méditation. J'ai été formée avec Antoine Lutz, j'ai fait le début de méditation d'Antoine Lutz, et puis je pratique à titre personnel quotidiennement différents types de méditation, pas seulement la méditation de pleine conscience. Et j'ai été plus récemment formée à la transe cognitive auto-induite par Corinne Sombrin. ouais. Ça, c'est encore un autre état modifié de conscience qui se rapproche plus de la transe chamanique. Et également, bon, grâce à cette convention d'hypnose moderne, j'ai découvert plein de pratiques d'hypnose et d'auto-hypnose que j'utilise maintenant aussi sur moi. Là, je me suis fait dévitaliser une dent en me mettant en auto-hypnose et ça marche très bien Oh, sur moi. bien Et, joué. et oui, oui, et vraiment, en plus, je suis très sensible moi, aux moindres médicaments et ça me rend facilement malade. Je peux vraiment rien prendre. Quoi. Dès que je prends la moindre molécule, même de l'alcool ou quoi, je suis tout de suite malade. Donc, c'est très précieux pour moi, ces pratiques d'état modifié de conscience, parce que ça me permet de diminuer vraiment les doses de médicaments dont j'ai besoin, et puis même de me maintenir en santé, si bien que j'ai pratiquement plus besoin de médicaments. Et en fait, les trois états, méditation, hypnose et transe, quand on commence à les pratiquer, on arrive à voir un petit peu les différences entre les états. Et en tant que neurobiologiste aussi, je m'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau quand on rentre dans un ou l'autre de ces états. Et c'est pas la même chose. L'état de mindfulness, de méditation de pleine conscience, c'est souvent des états d'attention focalisée ou d'attention tout court. On a vraiment des états où on va réduire le flot de nos pensées et plus se concentrer sur soit la respiration, soit une sensation corporelle, soit un son, soit même les pensées, mais en tant qu'observateur, sans se laisser happer par les pensées, juste en les laissant filer, en les observant. Et là, en général, ça fait rentrer dans des états proches de la relaxation, où Mhm. le cerveau se met avec des ondes alpha
les réseaux qui sont les plus recrutés, ce sont surtout les réseaux des aires frontales, temporales, qui se mettent en onde alpha proche de la relaxation. L'auto-hypnose, il y a beaucoup d'imaginaire, hein, c'est comme un rêve éveillé. Et là, il y a souvent de l'imagerie mentale. Et donc, les aires de la vision vont être très recrutées. Et, surtout si on est quelqu'un de visuel, hein, qui imagine, ou si on est somesthésique, c'est plus les aires somesthésiques qui vont être recrutées. Et on observe des ondes θ, donc comme lorsqu'on est dans une concentration, une activité mentale intense, visuelle. Et donc là, c'est surtout des ondes θ qui sont enregistrées. Et pour ce qui est de la transcognitive auto-induite, donc là, c'est assez récent, il y a encore peu d'études. Et pour l'instant, c'est surtout sur le cerveau de Corinne Sombrin que les études ont été faites. Donc, on attend, elle est en train de former beaucoup de transeurs pour pouvoir faire des études en électroencéphalographie, en IRM, pour pouvoir voir ce qui se passe dans le cerveau au moment où la personne rentre en transe, avec la difficulté que, alors qu'en méditation ou en hypnose, on peut facilement rester immobile, quand on est dans ces états de transe, on a envie de bouger. Donc, il faut apprendre à être capable de rentrer dans la transe, mais imaginer ses mouvements, imaginer sa transe, mais tout en restant sans bouger, sans crier, sans chanter. Bon, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est en train de se mettre en place. Il y a quelques premières données expérimentales qui montrent que pendant ce type de transe, en fait, le contrôle inhibiteur normalement exercé par le cortex préfrontal, il est levé. Et donc, on est désinhibé et on va pouvoir s'autoriser à faire tout ce qu'on faisait quand on était enfant, sans se préoccuper du regard des autres et laisser faire, quoi, laisser venir tout ce qui vient. Très libérateur, du coup, ce type de transe. Je me dis qu'on travaille sur soi, par exemple connaissance de soi, estime de soi, enfin voilà, des travails de psycho, c'est hyper intéressant ce genre de transe. Oui, C'est ça. ben, ça permet de connecter des choses qu'on a un petit peu mises de côté dans notre société. Ouais. Dans beaucoup de sociétés, ces peuples qu'on dit racines, ou premiers, enfin, ils n'ont pas eu l'accès qu'on a à la technologie actuelle, donc ils n'ont pas augmenté comme on a pu le faire leur niveau de connaissance et de technologie. Euh, mais ils ont continué à cultiver leur spiritualité, alors que nous, on a complètement coupé avec toute spiritualité et on a créé vraiment un déséquilibre entre cette technologie très importante et en même temps, au niveau spirituel, on est comme des enfants, on a perdu tout contact avec tout ce qui est de l'ordre du monde de l'invisible et qui pourtant est très important. Et lorsqu'on pratique ces états modifiés de conscience, on renoue un petit peu avec ce monde de l'invisible, toute cette connaissance, toute cette information qui est là et qui est accessible à ces peuples premiers ou à ces personnes qui pratiquent ces états, qui pour nous est devenue inaccessible. Et du coup, on crée beaucoup de souffrance en fait à cause de ça. Et le fait de renouer avec ces états modifiés de conscience peut peut-être nous amener à retrouver un équilibre, nous reconnecter à notre nature et du coup prendre conscience aussi des excès dans lesquels on est tombé parce qu'on utilise la technologie sans conscience quelque part. Et Mm. on fait des bêtises, enfin, on commet des erreurs un peu comme des enfants qui joueraient avec des armes ou voilà, on n'a pas la conscience suffisante pour anticiper les conséquences de nos actes en utilisant la technologie. Et le fait de renouer avec ces états modifiés de conscience peut peut-être nous permettre de voir où sont nos vrais besoins, les besoins vitaux, nous reconnecter à la nature et peut-être espérer revenir un petit peu sur nos erreurs et essayer de modifier le cours des choses. Merci beaucoup, Alice. Avec plaisir. Très intéressant de discuter de ces sujets avec toi. Ouais, c'était très chouette. Je pense qu'on pourrait rester en podcast 2 heures facilement, mais peut-être qu'on fera un autre podcast sur un Avec autre plaisir. sujet. Mm. Donc, merci beaucoup. Je mets dans les ressources tout ce que tu as dit. J'ai fait plein de petites notes et puis comme d'hab, je vous mets les notes
dans les ressources. Et puis le livre que tu as sorti, période Il y a Covid. un livre, oui, sur l'environnement enrichi, justement, tous les bénéfices de l'enrichissement de l'environnement Voilà. et là, pour le coup, tous les mécanismes qui ont déjà été identifiés comme participant à ces effets Ok. bénéfiques de l'enrichissement de l'environnement. Ce qui peut être d'ailleurs hyper intéressant de bosser avec certains de nos clients qui arrivent avec des environnements peu enrichis pour le coup, qui sont enrichis Mm, très travail et peu d'autres choses. mm, mm. Donc, Oui, voilà. j'ai pas dit hein, ce que vous pouvez faire effectivement pour enrichir son environnement, mais on peut enrichir son alimentation, on peut faire de la musique, de la danse, du sport, on peut aller se balader en nature, on peut caresser un animal, on peut faire tellement de choses pour, euh, pour diversifier ses activités, Ouais. apprendre une langue étrangère, voilà, Des choses accessibles en plus. des choses accessibles et puis voir du monde aussi. Voilà. Ouais. Pour moi, le confinement, c'était vraiment complètement contre-productif parce que c'était exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu au contraire encourager les gens à aller se balader en nature. Là, on les a mis dans les conditions de mes souris non enrichies. Ouais. Ouais, ça aidait pas Bah, pour le système pour le immunitaire, cinéma c'était très militaire. mauvais. Voilà. Et merci beaucoup Alice. Avec plaisir et à bientôt, Anne. Bonne Ouais. soirée.